tu as exactement 5 minutes pour ramasser le reste de tes affaires et t'en aller, a crié mon père, tandis que je regardais ma console de mixage, d'une valeur de 15 000 $, sombrer dans la boue glacée. J'étais le seul à payer leur hypothèque. Pourtant, ils m'expulsaient pour que ma sœur gâtée puisse utiliser mon studio acoustique afin de filmer des vlogs de style de vie. Je suis parti cette nuit-là, sous une pluie battante, pensant que le cauchemar était terminé. Mais moins d'une semaine plus tard, un enquêteur de banque m'a appelé, révélant une dépense de 25 000 $ portée à ma carte de crédit volée. La pluie tombait à verse ce mardi soir-là, formant un mur d'eau glacée et aveuglant qui me donnait l'impression de minuscules aiguilles contre ma peau. Je venais de terminer une épuisante journée de 14 heures à l'installation audio commerciale de l'autre bout de la ville, complètement vidée, mes oreilles résonnant des échos fantômes des pistes vocales et des boucles de batterie. Tout ce que je voulais, c'était une douche chaude et le sanctuaire silencieux de mon studio au sous-sol. Mais alors que mes phares balayaient la cour inondée de ma maison d'enfance, mon cœur s'est arrêté net dans ma poitrine. Là, posée pêle-mêle dans la boue stagnante, se trouvait ma console de mixage analogique. C'était une magnifique pièce de matériel, une table de mixage vintage personnalisée pour laquelle j'avais économisé pendant 2 ans, valant facilement 15 000 $. Maintenant, les grosses gouttes de pluie s'abattaient sans pitié sur les panneaux latéraux en chêne poli, s'infiltrant dans les délicates rainures des faders et inondant le circuit complexe qui me permettait de gagner ma vie. Un amas de câbles XLR coûteux était emmêlé autour des pieds, comme des serpents noirs abandonnés, à moitié enfouis dans la boue froide. Mon père, Sterling, se tenait sur le porche couvert, entièrement au sec. Il tenait ma mallette de transport de microphone personnalisée par la poignée, la regardant comme si c'était un sac poubelle. Sans la moindre hésitation, il l'a jetée du porche. Elle a atterri dans une flaque profonde avec un éclaboussement répugnant. « Tu as 5 minutes pour ramasser le reste de tes affaires et t'en aller », a crié mon père, sa voix perçant le bruit assourdissant de la pluie. Je suis resté un instant dans ma voiture, serrant le volant si fort que mes jointures sont devenues complètement blanches. Je tremblais, et je savais pertinemment que ce n'était pas à cause de la température glaciale à l'intérieur du véhicule. C'était une rage pure et inaltérée qui bouillonnait au plus profond de mon estomac. Une vague sombre et lourde de trahison qui menaçait de me noyer là, sur le siège du conducteur. Cet équipement était mon gagne-pain. C'était le matériel qui me permettait de travailler comme producteur audio indépendant. C'était le résultat d'innombrables nuits blanches, de concerts freelance sans fin et de repas sautés juste pour pouvoir m'offrir la prochaine pièce d'équipement. Et Sterling le traitait comme des ordures. J'ai mis la voiture en mode stationnement, j'ai ouvert la portière et je suis sorti sous la pluie glaciale. Instantanément, mes vêtements ont été trempés, collant à ma peau tandis que je me précipitais vers la cour. Je suis tombé à genoux dans la boue, mes mains planant au-dessus de la console de mixage. L'eau s'était déjà profondément infiltrée dans la carte mère. L'écran d'affichage numérique était fissuré, probablement parce qu'il avait été traîné négligemment hors de la porte du sous-sol et laissé tomber sur le béton dur avant d'être poussé sur la pelouse. « Que as-tu fait » ai-je crié par-dessus la tempête, le regardant. « As-tu la moindre idée de ce que ça vaut ? C'est comme ça que je paie tes factures. » Sterling s'est contenté de croiser les bras, son visage affichant ce froncement de sourcils familier et obstiné qu'il utilisait chaque fois qu'il savait qu'il avait tort, mais refusait de l'admettre. C'était un homme qui exigeait le respect mais le gagnait rarement. Un patriarche qui régnait par le volume plutôt que par la sagesse. Surveille tonton avec moi, EMTT. C'est ma maison. Tu n'es qu'un invité ici. Je t'ai dit que tu avais 5 minutes avant que j'appelle les flics et que je te fasse expulser pour intrusion. Un invité ? Le mot a résonné dans mon esprit, teinté d'une ironie cruelle et amère. Je n'étais pas un invité. J'étais la seule raison pour laquelle cette maison lui appartenait encore. J'étais le pilier financier qui soutenait le toit en ruine de son ego massif. Mais en voyant l'expression impassible et insouciante sur son visage, j'ai réalisé que rien de tout cela n'avait d'importance pour lui. Pour Sterling, j'étais juste un problème. Il décidait enfin de me chasser sous la pluie. Je n'ai pas essayé de ramasser la console à ce moment-là. Elle était trop lourde, et les dégâts étaient déjà faits. Les composants internes étaient probablement grillés au-delà de tout espoir de réparation. Je me suis lentement levé, essuyant la boue froide de mon jean, la pluie me collant les cheveux sur le front. Je suis passé devant lui, montant sur le porche, ignorant la façon dont il bombait le torse comme s'il était prêt pour une altercation physique. Je n'avais aucune intention de le frapper.
La violence ne ferait que lui donner le rôle de victime qu'il désirait si désespérément. J'ai poussé la porte d'entrée, entrant sur le parquet et laissant des empreintes boueuses derrière moi. Je me dirigeais directement vers la porte du sous-sol, dans le couloir. Mais en passant devant la petite fenêtre qui donnait sur le niveau souterrain de la maison, je me suis arrêté. J'ai regardé dans l'espace qui avait été mon sanctuaire absolu pendant les 3 dernières années. Ce que je voyais se dérouler à l'intérieur de mon studio à cet instant précis était d'une certaine manière infiniment plus brutal que la tempête qui faisait rage à l'extérieur. Pour comprendre l'absurdité totale de ce que je regardais, il faut que vous compreniez exactement comment j'ai fini par vivre dans le sous-sol de la maison de mes parents à 32 ans. Il y a 3 ans, ma vie était exactement là où je voulais qu'elle soit. J'avais un super appartement en centre-ville, une clientèle grandissante pour mon entreprise d'ingénierie audio, et une routine stable et paisible. Puis les appels téléphoniques frénétiques ont commencé. Sterling s'était toujours imaginé être un brillant investisseur, un homme qui n'avait besoin que d'un coup de chance pour devenir millionnaire. Il s'était lancé dans des projets immobiliers risqués, des matières premières obscures et des systèmes pour s'enrichir rapidement que toute personne sensée aurait vu à travers. Son dernier désastre fut d'investir une énorme partie de ses économies de retraite et une ligne de crédit immobilière nouvellement contractée dans une start-up technologique spéculative qui disparut du jour au lendemain. Soudain, la banque menaçait de saisie. Ma mère, Laurelée, m'appelait en sanglotant chaque nuit, suppliant de l'aide, parlant du stress qui allait donner une crise cardiaque à Sterling. Je suis un solutionneur de problèmes par nature. En ingénierie audio, si une fréquence est dure, on l'isole et on la coupe. Si une piste est désynchronisée, on l'aligne. Je pensais pouvoir résoudre la crise financière de ma famille de la même manière. Alors, j'ai rompu mon bail. J'ai emballé ma vie tranquille et indépendante, et je suis retourné dans ma maison d'enfance. Plus précisément, j'ai pris le sous-sol inachevé, une boîte en béton humide remplie de vieilles décorations de Noël et de meubles cassés. Nous avons fait un accord. Je paierai 2000 $ par mois de loyer. Nous savions tous que ce n'était pas un loyer. C'était le montant exact nécessaire pour couvrir l'hypothèque et les intérêts sur le prêt immobilier. Je les maintenais personnellement sous un toit. Mais j'avais besoin d'un espace professionnel pour travailler. Alors, j'ai investi 15 000 $ de mes propres économies durement gagnées dans la rénovation de ce sous-sol. J'ai monté les murs, tiré de nouvelles lignes électriques, installé des sols flottants pour éviter les vibrations et couvert chaque centimètre carré de la pièce d'un traitement acoustique de haute qualité. J'ai construit une cabine vocale. J'en ai fait un environnement d'enregistrement légitime de classe mondiale. Pendant 3 ans, j'ai payé mes 2000 $ le premier de chaque mois, sans jamais un jour de retard. Je travaillais dans ma grotte, payais le tribut et maintenais la famille à flot. Je pensais que mon sacrifice m'avait valu une place permanente de respect à la table. J'avais complètement tort. Il y a 6 mois, la dynamique a radicalement changé. Ma sœur cadette Odette et son mari Gunnar sont apparus à la porte d'entrée avec une montagne de bagages et une histoire tragique. Odette avait 26 ans. L'enfant prodige incontesté de la famille. En grandissant, ses réalisations médiocres étaient célébrées par des dîners coûteux. Tandis que mes véritables étapes professionnelles étaient accueillies par de polis hochements de tête. Gunnar était un autoproclamé gourou de la crypto-monnaie qui portait des baskets coûteuses et parlait constamment de « grains » et de « juste culture ». Naturellement, son portefeuille crypto s'était effondré de manière spectaculaire, anéantissant leurs économies et les faisant expulser de leur luxueuse maison de ville. Pour compliquer les choses, Odette était enceinte de 5 mois. Mes parents les ont accueillis à bras ouverts et avec des larmes de joie. Il n'a jamais été question pour eux de payer un loyer. Aucune date limite n'a été fixée pour leur départ. On leur a donné la chambre principale, tandis que Sterling et Laurelée ont déménagé dans la petite chambre d'amis. Soudain, la maison était constamment bruyante. Gunnar jouait aux jeux vidéo dans le salon à volume maximum, ruinant mes séances d'enregistrement. Odette se plaignait sans cesse de l'odeur de ma cuisine, de mes horaires et du fait que j'occupais le plus grand espace de la maison avec mon studio. Odette avait récemment décidé que sa voie vers la rédemption financière était de devenir une vlogueuse de style de vie. Elle passait ses journées à installer des anneaux lumineux, à pratiquer des sourires faussement enthousiastes et à enregistrer des vidéos pour un public d'à peine 300 personnes. Elle mentionnait fréquemment que l'éclairage des chambres à l'étage était terrible pour son esthétique. J'ai essayé de fixer des limites. J'ai essayé de rappeler à mes parents que je gérais une entreprise qui payait l'hypothèque.
Lorelai se contentait de soupirer, de poser sa main sur sa poitrine et de dire que la famille exigeait des compromis, surtout quand un nouveau bébé était en route. Elle me rappelait constamment qu'Odette était enceinte, traitant la grossesse comme un décret royal qui invalidait toute logique et toute raison. Je suis devenu un fantôme dans la maison que je payais. Mon succès était complètement ignoré. Ma contribution financière était prise pour acquise et ma présence était traitée comme une légère nuisance. Il prenait mon argent chaque mois avec un sentiment de pur droit, agissant comme s'il me rendait un immense service en me permettant de vivre dans le sous-sol que j'avais reconstruit de mes propres mains. Debout dans le couloir, trempé par la pluie, regardant par la petite fenêtre intérieure dans le sous-sol, la brutale réalité s'est enfin cristallisée dans mon esprit. Il ne m'aimait pas. Il ne me respectait pas. Je n'étais pas un fils. Et je n'étais certainement pas un sauveur. J'étais juste un distributeur automatique de billets avec un cœur. À travers la vitre de la porte du sous-sol, la scène qui se déroulait dans mon studio était comme un cauchemar surréaliste au ralenti. La lourde porte insonorisée était grande ouverte. À l'intérieur, Odette se tenait au centre de la pièce, une main posée protectrice sur son ventre de femme enceinte, l'autre tenant son smartphone sur un stabilisateur. Elle faisait des panoramiques avec la caméra autour de la pièce, parlant à son public imaginaire avec cette voix artificielle et excessivement enjouée qu'elle utilisait pour ses vidéos. Derrière elle, Gunnar était debout sur un tabouret. Il tenait un pied de biche à la main. Alors que je regardais avec une horreur absolue, il a enfoncé le bord métallique derrière l'un de mes diffuseurs acoustiques sur mesure, des panneaux que j'avais précisément mesurés et installés pour contrôler les basses fréquences dans la pièce. Avec un fort craquement d'éclatement qui a résonné dans les escaliers, il a arraché le panneau du mur en plaque-au-plâtre. Des morceaux de plâtre et de poussière sont tombés sur le sol coûteux de mon studio. J'ai ouvert la porte en grand et j'ai dévalé les escaliers, mes bottes mouillées glissant sur les marches en bois. « Qu'est-ce que tu fais, bordel ?» ai-je hurlé, ma voix faisant trembler les panneaux acoustiques restants. Odette a sursauté, manquant de faire tomber son téléphone avant que son visage ne passe rapidement de la surprise à une irritation sévère. « EMTT, ça ne te dérange pas ? Je suis littéralement en train de filmer une transition avant-après. Tu viens de ruiner une prise parfaite. Vous êtes en train de déchirer mes murs. » J'ai fait un pas vers Gunnar, qui a rapidement sauté du tabouret, tenant le pied de biche de manière défensive. « Détends-toi, frérot, » a dit Gunnar, levant sa main libre. Odette a besoin de cet espace pour la chambre de bébé. La lumière naturelle ici est incroyable. Si on arrache juste tout ce truc moche en mousse sur les fenêtres, on le nettoie juste. Nettoyer. J'ai regardé autour de moi. Mes moniteurs avaient disparu. Mes racks d'équipement étaient vides. C'est là que j'ai réalisé l'horrible vérité de ce qui se trouvait dans la cour. Vous avez jeté ma console dans la boue pour pouvoir tourner un vlog. Lorelai s'est précipitée dans les escaliers derrière moi, ses pantoufles claquant contre le bois. Elle s'est immédiatement placée entre moi et Odette, tendant les mains comme si j'étais un animal sauvage sur le point d'attaquer. « Amy, calme-toi tout de suite », a ordonné ma mère, sa voix tremblante avec ce ton manipulateur et fragile qu'elle avait perfectionné. « Tu fais peur à ta sœur, et ce n'est pas bon pour le rythme cardiaque du bébé. Nous avons essayé de t'en parler, mais tu travailles toujours. Odette a besoin d'un studio adéquat pour la création de son contenu, et c'est la plus grande pièce. Elle a besoin d'une belle chambre de bébé. Tu es un homme célibataire. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Je paie $2000 par mois pour cet espace, ai-je crié. Le volume de ma voix a fait tressaillir le relais. J'ai dépensé $15 000 pour construire cette pièce. C'est une installation audio commerciale, pas un terrain de jeu pour une fausse influenceuse. Excuse-moi, a hurlé Odette, son visage devenant écarlate. Ma chaîne va décoller. Je construis une marque. Toi, tu restes juste dans le noir à jouer avec des ordinateurs toute la journée. Maman a dit que c'était bon. Maman a dit que tu pouvais dormir sur le canapé-lit dans le salon jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied. J'ai fixé le relais. Tu lui as dit qu'elle pouvait avoir ma chambre. Tu leur as dit qu'ils pouvaient détruire mon studio. Avant qu'elle ne puisse répondre, de lourds pas ont martelé les escaliers. Sterling est arrivé, le visage rouge de colère, la poitrine haletante. « Je t'ai dit de partir », a-t-il dit en pointant un doigt épais vers mon visage. « Tu ne manques pas de respect à ta mère dans ma maison. Tu ne cries pas sur ta sœur enceinte.
Tu es un gamin égoïste et arrogant qui ne se soucie que de l'argent et de l'équipement. Cet argent est la seule raison pour laquelle tu ne vis pas dans une boîte en carton, papa, ai-je répliqué. Les mots avaient le goût du poison sur ma langue. Tu es fauché. Tu as échoué. C'est moi qui maintiens toute cette famille à flot. La vérité a frappé la pièce comme une bombe. Gunnar a détourné le regard, soudain très intéressé par le sol. Odette a halté dramatiquement. Le visage de Sterling a pris une teinte dangereuse de violet. Le péché ultime dans notre famille était de reconnaître les échecs de Sterling. En le disant à voix haute, j'avais franchi une ligne impardonnable. Sors, a murmuré Sterling, sa voix tremblante d'une fureur terrifiante et silencieuse. Tu as exactement 5 minutes pour emporter les vêtements que tu peux transporter, et tu sors de ma maison. C'est fini pour toi ici. Nous n'avons pas besoin de ton argent. Nous n'avons pas besoin de toi. J'ai regardé les quatre. Mon père vibrant d'une fierté toxique. Ma mère acquiesçant aveuglément. Ma sœur serrant son téléphone comme une arme. Mon beau-frère se cachant derrière sa femme enceinte. La colère a soudainement disparu, remplacée par une clarté glaciale absolue. D'accord, ai-je dit, ma voix complètement plate, dépourvue de toute émotion. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. Je me suis dirigé vers le coin où ils avaient empilé sans cérémonie mes disques durs. J'ai attrapé l'étui étanche contenant mes sauvegardes, la seule chose qui comptait vraiment pour mes projets actuels. J'ai attrapé mon sac d'ordinateur portable. Je suis passé devant eux, sans établir de contact visuel, et j'ai monté les escaliers. C'est ça. Fuis, a raillé Odette derrière moi. Tu fais toujours tout à propos de toi. Je suis sorti par la porte d'entrée sous la pluie glaciale. Je n'ai pas regardé la console ruinée sur la pelouse. Je suis monté dans ma voiture, j'ai tourné la clé et j'ai démarré. J'ai roulé dans la nuit sombre et pluvieuse, pensant que le cauchemar était terminé. Je pensais qu'il voulait juste ma chambre. Je pensais qu'il voulait juste me pousser dehors. Je n'avais aucune idée qu'il prévoyait déjà de piller mon avenir. Trouver un endroit où vivre à 9 heures du soir, au milieu d'une tempête de pluie massive, n'est pas une tâche facile, mais le désespoir a une drôle de manière de vous rendre inventif. J'ai fini par passer cette première nuit dans un motel bon marché au bord de la route, fixant les taches d'eau sur le plafond et écoutant le goutte-à-goutte rythmique du robinet qui fuyait. Je n'ai pas dormi. Mon esprit s'emballait, calculant les dégâts financiers, pensant à la console détruite et essayant de digérer l'audace pure de la trahison de ma famille. Le lendemain matin, j'ai commencé à passer des appels. La communauté d'ingénierie audio de la ville est relativement soudée, et la nouvelle se répand vite quand quelqu'un a besoin d'un service. À midi, un ami d'un ami m'a mis en contact avec Warren. Warren était un ingénieur audio militaire à la retraite de 68 ans. Il avait passé des décennies à travailler avec le sonar et la surveillance acoustique avancée avant de passer à la conception de studios commerciaux. Il était veuf et vivait seul dans une immense propriété à la périphérie de la ville. Plus important encore, il avait une dépendance, une maison d'amis entièrement insonorisée dans son jardin qu'il louait occasionnellement à des musiciens de passage. Je suis allé le rencontrer cet après-midi-là. Warren était un homme grand et imposant, avec une barbe grise bien taillée, des yeux qui semblaient pouvoir couper du verre, et une posture si rigide qu'elle me faisait mal au dos rien qu'à le regarder. Il n'a pas offert de sourire chaleureux ni de petites conversations. Il s'est contenté de regarder mon visage épuisé, les cernes sous mes yeux et le seul sac de voyage dans mon coffre. J'ai entendu dire que vous aviez besoin d'une pièce complètement morte, a dit Warren, sa voix un grave grondement. Il voulait dire acoustiquement morte, sans écho. J'ai besoin d'un endroit pour travailler et d'un endroit pour dormir, ai-je répondu honnêtement. Je peux payer 3 mois d'avance. En espèces. Warren a déverrouillé la lourde porte en acier de la maison d'amis et m'a laissé entrer. C'était magnifique. Le traitement acoustique était impeccable. Le câblage électrique était impeccable, et il y avait un petit espace de vie fonctionnel attenant. C'était exactement ce dont j'avais besoin pour maintenir mon entreprise en marche sans manquer une échéance. Le loyer est de $1000 par mois, à payer le premier. Pas d'exception, pas d'excuse, a dicté Warren, croisant les bras. Pas de fête bruyante, pas de consommation de drogue sur la propriété. Et si vous fuyez la loi, dites-le-moi maintenant pour que je puisse vous chasser de mes terres. Je ne fuis pas la loi, ai-je dit, laissant tomber mon sac sur le sol.
J'ai regardé autour de la pièce tranquille, le silence pesant me procurant une sensation de chaleur. Je fuis juste ma famille. Warren a fait une pause, ses yeux perçants s'adoucissant d'un infime degré. Il a hoché la tête lentement. Fuyez-vous, mon garçon? Ou reculez-vous simplement pour vous préparer à un combat? J'ai soupiré, me frottant les tempes. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Pendant la semaine suivante, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai vécu dans un état d'isolement calme et concentré. La première chose que j'ai faite a été d'appeler ma banque et d'annuler le virement automatique de $2000 qui allait sur le compte joint de mes parents chaque mois. Le sentiment d'arrêter ce paiement était incroyablement satisfaisant. C'était une rupture numérique du cordon ombilical qu'ils avaient utilisé pour m'étrangler. Ensuite, j'ai bloqué tous leurs numéros de téléphone, Sterling, Loreley, Odette et Gunnar. Je les ai bloqués sur les réseaux sociaux. J'ai bloqué leurs adresses e-mail. J'ai construit une forteresse numérique autour de moi, déterminé à ne jamais laisser leur bruit toxique pénétrer ma vie à nouveau. J'ai passé mes journées à travailler sur mon ordinateur portable, utilisant des écouteurs pour mixer des pistes, essayant de ne pas penser à la magnifique console analogique pourrissant dans la décharge locale. J'ai trouvé un rythme dans le silence. J'ai mangé des plats à emporter bon marché, bu trop de café et me suis entièrement concentré sur la réparation des dommages à ma vie professionnelle. Je croyais sincèrement que le silence était ma vengeance. J'imaginais Sterling assis à la table de la cuisine, ouvrant son application bancaire et réalisant que l'argent de l'hypothèque n'arrivait pas. Je visualisais la panique s'installer alors qu'ils réalisaient la gravité d'avoir expulsé leur unique soutien financier. Je supposais que la menace imminente de saisie serait une punition suffisante pour ce qu'ils m'avaient fait. Je pensais qu'ils s'affaireraient, regrettant leur choix et réalisant à quel point ils s'étaient trompés. Je leur accordais beaucoup trop de crédit. Je sous-estimais leur avidité sans fond et leur conviction délirante que les règles de la réalité ne s'appliquaient pas à eux. Je pensais avoir tourné la page sur ma famille. Mais exactement une semaine après la nuit sous la pluie, mon téléphone a sonné. C'était un mardi matin. J'étais en pleine session d'édition vocale lorsque l'écran s'est allumé avec un numéro local inconnu. Normalement, je laissais les appels inconnus aller directement sur la messagerie vocale, mais quelque chose au fond de moi me disait de répondre. J'ai retiré mes écouteurs et j'ai répondu « Bonjour, CEMTT ». Ce seul appel téléphonique était sur le point de briser mon isolement paisible et de me plonger dans une guerre que je n'avais jamais voulu mener. « Bonjour EMTT ». Une voix polie, incroyablement soignée, a retenti dans le haut-parleur. Ici Fletcher, le directeur régional du Berceau Doré. J'appelle concernant la livraison express prévue pour cet après-midi. J'ai froncé les sourcils, fixant l'écran de mon ordinateur. Le Berceau Doré était une boutique de luxe haut de gamme qui vendait des meubles de chambre d'enfants importés et des décorations pour bébés ridiculement chères. C'était le genre d'endroit où un berceau en bois coûtait plus cher qu'une voiture d'occasion. Je crois que vous avez le mauvais numéro. Je n'ai rien commandé dans votre magasin. Il y eut une brève pause sur la ligne, accompagnée du bruit d'une frappe rapide au clavier. C'est étrange. J'ai une commande passée hier soir sous le nom d'Odette, mais le numéro de contact principal indiqué pour le profil de facturation est ce numéro de téléphone. J'appelle pour vérifier l'adresse de livraison et confirmer l'autorisation des $25 000 facturés à votre carte American Express Platinum. L'air dans mes poumons s'est envolé. La pièce a commencé à tourner. J'ai agrippé le bord de mon bureau, mes jointures devenant blanches tandis que j'essayais de comprendre ce que Fletcher venait de dire. $25 000. Ma carte American Express. Pouvez-vous répéter ce montant, ai-je demandé, ma voix tombant à un murmure dur et dangereux. Le total est de $25 000, a dit Fletcher, son ton professionnel vacillant légèrement, percevant la tension soudaine dans ma voix. Il comprend un berceau en acajou sculpté à la main, une chaise à bascule importée sur mesure, des draperies en soie et un forfait de design de chambre de bébé premium. La cliente, Odette, a payé une prime massive pour une livraison express le jour même, car elle a déclaré avoir besoin des articles immédiatement pour un tournage vidéo demain. Mon esprit a fait marche arrière, fouillant mes souvenirs, essayant de trouver la pièce manquante du puzzle. Comment Odette avait-elle obtenu mon numéro de carte de crédit? Je gardais mon portefeuille sur moi en tout temps. Je ne laissais jamais de carte physique traîner. Puis, comme un coup de poing dans l'estomac, le souvenir m'a frappé. 2 semaines auparavant, avant la dispute, avant la pluie,
mon ordinateur portable avait planté lors d'une mise à jour du système d'exploitation, et j'avais une date limite serrée pour réserver un vol pour une prochaine convention audio. J'avais utilisé l'ordinateur de bureau du salon de mes parents, l'ordinateur familial partagé, pour me connecter à mon compte de compagnie aérienne et acheter le billet. J'étais pressé. J'étais stressé. J'avais oublié de décocher la case qui disait « Enregistrer les informations de paiement pour de futurs achats ». Mes identifiants American Express étaient restés dans le remplissage automatique du navigateur, complètement non protégé, attendant que quelqu'un tombe dessus. Odette devait naviguer en ligne pour la chambre d'enfant de ses rêves, ajoutant des articles à son panier pour alimenter ses fantasmes de vlogueuse. Quand elle est allée à la page de paiement, mes informations de carte se sont automatiquement remplies. Ils ne m'avaient pas seulement mis à la porte. Ils n'avaient pas seulement détruit mon équipement. Ils avaient décidé que, puisque j'avais cessé de payer leur hypothèque, ils avaient le droit de vider ma limite de crédit pour financer la carrière Internet délirante d'Odette. Ils pensaient que j'aurais trop peur du drame familial pour y faire quoi que ce soit. Ils pensaient que j'allais simplement absorber une dette de 25 000 $ pour maintenir la paix, tout comme j'avais absorbé toutes les autres choses toxiques qu'ils m'avaient faites. Ils avaient tort. Fletcher, ai-je dit, ma voix complètement dépourvue de panique, remplacée par un calme froid et calculé qui m'a surpris moi-même. Écoutez-moi très attentivement. Ne déchargez pas un seul article de votre camion. Monsieur, y a-t-il un problème avec le paiement? Le problème, Fletcher, c'est que ma sœur a volé mes informations de carte de crédit. C'est une transaction non autorisée. Je n'ai pas effectué cet achat, et je ne l'autorise pas. J'ai entendu Fletcher halter. Dans le monde de la vente au détail haut de gamme, une rétrofacturation de 25 000 $ pour fraude est un cauchemar massif. Monsieur, notre camion de livraison est déjà dans votre quartier. Ils sont censés arriver à la propriété dans moins de 10 minutes. Appelez le chauffeur, ai-je ordonné, attrapant mes clés de voiture sur le bureau. Dites-leur de garer le camion, de verrouiller les portes et de ne laisser personne signer quoi que ce soit. S'ils remettent un seul meuble, votre magasin sera impliqué dans une enquête fédérale pour fraude. Maintenez la scène. J'arrive tout de suite. Compris, monsieur, a dit Fletcher, sa voix tendue. Je contacterai le chauffeur immédiatement et mettrai la marchandise en attente. Nous attendrons votre arrivée. J'ai raccroché le téléphone. Je n'ai pas pris la peine de prendre une veste. Je suis sorti de la maison d'amis, j'ai verrouillé la lourde porte en acier et je suis monté dans ma voiture. Mes mains étaient parfaitement stables alors que je tournais le contact. La tristesse avait disparu. La confusion avait disparu. Le désir de me cacher et de guérir était complètement éradiqué. J'ai mis la voiture en marche arrière et j'ai quitté l'allée de Warren en trombe. Je retournai à la maison où j'avais juré de ne plus jamais mettre les pieds. Mais cette fois, je n'y retournais pas en tant que fil-guichet automatique obéissant. J'y retournais en tant qu'enquêteur de scène de crime. Le trajet de la propriété de Warren à la maison de mes parents prenait habituellement 20 minutes. Je le faisais en 15. Tandis que je naviguais dans les rues de banlieue, les arbres défilant devant mes fenêtres, je gardais mon téléphone sur le tableau de bord, connecté au système Bluetooth de la voiture. J'ai tapoté l'écran, navigué vers mes contacts, et lancé un appel à un numéro que j'avais enregistré des années auparavant, mais que je n'avais jamais espéré utiliser. Camille était une ancienne cliente, une femme dont j'avais conçu le podcast, mais son emploi principal était celui d'enquêtrice senior en fraude pour le secteur bancaire. J'avais besoin de conseils d'experts, et j'en avais besoin immédiatement. Elle a répondu au 3e coup de fil. EMTT, ça fait longtemps. As-tu des fichiers audio à me faire écouter? Camille, j'ai besoin de ton aide professionnelle, pas de travail audio, ai-je dit, ma voix tendue. Ma carte de crédit a été compromise. 25 000 $ facturés à un magasin de luxe. L'achat a été fait en utilisant mes identifiants de remplissage automatique sur un ordinateur situé chez mes parents. La livraison arrive là-bas en ce moment même. Le ton amical a instantanément disparu de la voix de Camille, remplacé par le tranchant analytique aiguisé d'une enquêtrice. D'accord, ralentis. Es-tu absolument certain de ne pas avoir autorisé cela? Pas d'accords verbaux, pas de comptes partagés. Non, ai-je répondu fermement. J'ai déménagé il y a une semaine après une dispute massive. Je les ai coupés financièrement. Ils ont trouvé mes détails de carte enregistrés sur leur navigateur et sont partis faire du shopping.
EMTT, a soupiré Camille. Un son lourd et sérieux. Je dois te faire comprendre exactement à quoi tu as affaire ici. Si un étranger vole ta carte, c'est une fraude standard. Si un membre de la famille utilise tes identifiants enregistrés sans permission, surtout pour un montant dépassant 10 000 $, tu bascules dans l'usurpation d'identité et la fraude liée à un dispositif d'accès non autorisé. C'est un crime fédéral. Les mots ont plané dans l'air à l'intérieur de la voiture. Crime fédéral. Si tu déposes une plainte formelle pour fraude auprès de la banque et de la police, a poursuivi Camille, sa voix complètement sérieuse. Tu ne pourras pas simplement la retirer quand ta mère commencera à pleurer. La banque poursuivra cette affaire pour récupérer ses pertes. Les membres de ta famille pourraient faire face à de graves conséquences juridiques, y compris des accusations de crimes graves et une potentielle peine de prison. Tu es en train de lancer une bombe nucléaire sur ta famille. Es-tu sûr de vouloir continuer? Je me suis arrêté à un feu rouge. J'ai regardé les essuie-glaces repousser une légère bruine sur le pare-brise. J'ai pensé aux 15 000 $ que j'avais dépensés pour construire ce studio, seulement pour qu'il soit démoli avec un pied de biche. J'ai pensé à ma console de mixage coûteuse jetée dans la boue comme un morceau d'ordure sans valeur. J'ai pensé aux années de manipulation, aux constantes tentatives de culpabilisation et aux saignements financiers sans fin que j'avais endurés pour maintenir l'ego de Sterling intact. Il ne se souciait pas que je finisse sans abri. Il ne se souciait pas de ruiner mon crédit, de détruire ma carrière et de ruiner mon avenir. Ils ne se souciaient que de leur propre confort et de l'illusion pathétique de célébrité Internet d'Odette. Le feu est passé au vert. Je suis sûr, ai-je dit, appuyant fortement sur la pédale d'accélérateur. Dis-moi exactement ce que je dois faire pour les enfermer. Premièrement, ne les laisse pas prendre possession de ces biens, a instruit Camille, tapant rapidement de son côté. Deuxièmement, obtiens un enregistrement ou un témoin de tentant de réclamer l'achat. Laisse-les se pendre avec leurs propres mots. Une fois que tu as ça, appelle le service officiel des fraudes de la banque et dépose la plainte. Je t'enverrai les formulaires d'escalade de dossier direct par email. Merci, Camille, ai-je dit. Bonne chance, EMTT. Reste froid. Ne les laisse pas te manipuler. J'ai mis fin à l'appel juste au moment où je tournais dans ma vieille rue. Les rangées familières de pelouses bien entretenues et de maisons tranquilles semblaient exactement les mêmes, mais l'énergie dans l'air était entièrement différente. Alors que je franchissais la petite colline menant à la propriété de mes parents, je l'ai vu. Garé illégalement en travers de l'allée, bloquant la moitié de la rue, se trouvait un énorme camion de livraison blanc immaculé avec « Le berceau doré » gravé sur le côté en lettres dorées. Les feux de détresse clignotaient, projetant un rythme orange contre le ciel couvert. J'ai garé ma voiture au bord du trottoir, quelques maisons plus loin, j'ai coupé le moteur et je suis sorti. J'entendais déjà les cris. La pièce était sur le point de se terminer, et j'étais sur le point de faire s'écrouler tout le théâtre sur leur tête. Si l'histoire de MTT vous met en rage et que vous voulez voir exactement comment cette vengeance se déroule, veuillez envisager de soutenir la chaîne. Appuyez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire de quelle ville ou pays vous regardez. Chaque interaction aide plus de gens à découvrir ces histoires folles. J'ai garé ma voiture quelques maisons plus loin et j'ai coupé le moteur. Le quartier était calme, du genre de silence lourd et humide qui suit généralement une grosse tempête de pluie. Mais le silence a été brisé par une voix stridente et trop enthousiaste résonnant dans la rue. Je suis sorti de ma voiture et j'ai commencé à marcher vers ma maison d'enfance, mes bottes heurtant le trottoir mouillé d'un bruit régulier et rythmique. Le voilà. Le camion de livraison du berceau doré était garé en travers de l'allée. Ses immenses portes arrière étaient grandes ouvertes. Sur la pelouse, à l'endroit exact où ma magnifique console de mixage avait été laissée pour mourir dans la boue une semaine plus tôt, se tenait ma sœur. Odette était dans son élément. Elle avait un anneau lumineux de qualité professionnelle installé sur un trépied sur l'herbe mouillée, alimenté par une rallonge électrique de forte puissance venant du garage. Elle tenait son téléphone sur un stabilisateur, le pointant vers l'arrière ouvert du camion. Elle portait une robe de maternité parfaitement repassée. Ses cheveux impeccablement coiffés, ignorant complètement la boue épaisse qui s'infiltrait dans ses chaussures coûteuses. D'accord, les amis, a-t-elle pratiquement piaillé à son public en direct, levant sa main libre à sa bouche dans un geste de faux choc. La livraison est enfin là. Je tremble littéralement en ce moment. Nous avons sélectionné cette collection de luxe pour la chambre de bébé pendant des mois,
et elle va absolument transformer l'espace du studio. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton au cœur car vous ne croirez pas le déballage que nous allons faire. Elle s'est retournée, gesticulant Willy vers l'équipe de livraison. Il y avait 3 hommes en uniformes impeccables debout près du camion. Ils semblaient profondément mal à l'aise. Légèrement à l'écart, se tenait un homme en costume élégant tenant une tablette. Ça devait être Fletcher. « Excusez-moi » a claqué Odette aux ouvriers, abandonnant sa douce voix d'influenceuse pour un ton dur et exigeant. « Pourquoi restez-vous là à ne rien faire ? J'ai besoin que vous sortiez le berceau en acajou en premier. Je veux obtenir un plan panoramique de sa descente par la rampe. Et soyez incroyablement prudent. C'est un objet d'investissement. » Les ouvriers n'ont pas bougé. Ils regardaient Fletcher, qui fixait la rue directement dans ma direction. Je suis monté dans l'allée, ignorant complètement ma sœur. La sensation physique d'être de retour sur cette propriété me donnait la chair de poule, mais la fureur froide et calculatrice dans ma poitrine me faisait avancer. Je me sentais comme un fantôme hantant ma propre tombe. EMTT. Odette a cligné des yeux, baissant légèrement son téléphone. Son faux sourire a vacillé une fraction de seconde avant qu'elle ne le remette habilement en place. Elle a immédiatement tourné la caméra vers moi. Oh mon Dieu, les amis! Mon frère est venu aider à soulever les choses lourdes. Je suppose qu'il a finalement décidé de jouer en équipe. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai passé devant l'anneau lumineux, devant son ventre de femme enceinte, et je me suis arrêté directement devant l'homme en costume. Vous devez être Fletcher, ai-je dit, ma voix portant clairement dans l'air calme de la banlieue. Je le suis, a-t-il répondu, ses yeux naviguant nerveusement entre moi et Odette. Et vous êtes le titulaire de la carte ? Je suis Amy, ai-je déclaré assez fort pour que le microphone du téléphone d'Odette capte chaque syllabe. Je suis le titulaire principal du compte de la carte American Express Platinum se terminant par 4723. Je suis ici pour déclarer formellement que je n'ai pas autorisé la transaction de 25 000 $ passée hier. Je signale cela comme une activité frauduleuse. Les mots ont plané dans l'air humide comme un poids physique. Les livreurs ont collectivement reculé d'un pas, sentant l'explosion imminente. Le téléphone d'Odette est lentement descendu sur le côté. Le sourire mielleux a fondu de son visage, remplacé par un masque d'horreur pâle et absolue. Elle m'a fixé, sa bouche s'ouvrant et se refermant comme un poisson hors de l'eau. Elle a rapidement tapé sur l'écran de son téléphone, mettant brusquement fin à son direct. EMTT, qu'est-ce que tu fais ? A sifflé Odette, s'approchant de moi, sa voix tombant à un murmure paniqué. Arrête d'être si dramatique. Tu m'embarrasses devant les livreurs. J'arrête un crime, ai-je répondu, ma voix complètement plate, dépourvue de toute affection fraternelle. Odette a laissé échapper un rire forcé et aigu, regardant Fletcher. Il plaisante juste. Mon frère est un tel farceur. C'est un cadeau. Il a promis d'acheter les meubles de chambre pour son nouveau neveu. Nous avons juste eu un petit désaccord familial la semaine dernière, et il fait des siennes. Elle a tendu la main et a essayé de me saisir le bras, mais j'ai reculé, la regardant avec un dégoût total. Ne me touche pas, ai-je dit froidement. Nous n'avons pas eu de désaccord. Toi et ton mari avez démoli mon studio d'enregistrement avec un pied de biche. Papa a jeté ma console de mixage de 15 000 $ sous la pluie et m'a expulsé. Et ensuite, parce que vous avez perdu votre rente, vous avez volé mes informations de carte de crédit enregistrées sur l'ordinateur familial pour vous acheter des accessoires pour vos vidéos internet pathétiques. Fletcher s'est raclé la gorge, reculant et tapotant sur sa tablette. Monsieur, compte tenu de cette confirmation verbale d'utilisation non autorisée, je suis légalement obligé de geler la livraison. Nous ne pouvons pas libérer cette marchandise. Non, a hurlé Odette, la panique brisant enfin sa façade soigneusement élaborée. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai déjà annoncé la révélation. J'ai besoin de ce berceau. EMTT, s'il te plaît. Je te rembourserai. Gunnar recevra un nouveau paiement crypto le mois prochain. Tu n'as pas 25 $, encore moins 25 000 $, ai-je déclaré, la fixant droit dans les yeux, la dépouillant de chaque once de sa fierté délirante. Tu es une voleuse, Odette, et le retour à la réalité est enfin là. Le tumulte sur la pelouse avait apparemment atteint un niveau sonore suffisant pour pénétrer les murs de la maison. La lourde porte d'entrée en chêne s'est ouverte en grand, et ma mère, Lorelai, s'est précipitée sur le porche.
Elle portait ses vêtements de jardinage, essuyant nerveusement ses mains sur une serviette. Juste derrière elle se tenait Sterling, le visage rouge, la poitrine bombée dans sa posture intimidante habituelle. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» s'est écrié Loreley, descendant les marches du Porsche. Elle a vu le camion de livraison, les ouvriers figés et Odette pleurant frénétiquement sur l'herbe. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Son expression a immédiatement basculé vers cette déception maternelle instrumentalisée si familière. « EMTT, qu'est-ce que tu fais ici ? Je pensais que ton père t'avait dit de ne pas revenir avant d'être prêt à t'excuser auprès de cette famille. » « Maman, il est en train de tout ruiner, » a gémi Odette, me pointant du doigt d'un doigt tremblant. Il a dit au magasin que l'achat était une fraude. Il refuse de décharger mes meubles de chambre de bébé. Le visage de Loreley s'est vidé de ses couleurs. Elle a regardé l'énorme camion de livraison, puis les 25 000 $ de produits de luxe à portée de main. Elle savait exactement ce qu'elle avait fait. Elle savait que je les avais surpris. Mais au lieu de s'excuser, au lieu de montrer la moindre once de honte, Loreley est immédiatement revenue à ses tactiques de manipulation classiques. Elle a forcé un sourire tendu et nerveux et s'est dirigée vers moi, baissant la voix pour que l'équipe de livraison n'entende pas. « EMTT, mon chéri, allons juste à l'intérieur et parlons-en en privé. » Loreley a roucoulé en tendant la main vers moi. « Tu fais une terrible scène devant les voisins. Regarde, Madame du Nord regarde d'en face. S'il te plaît, ne nous humilie pas. Nous avons juste emprunté la carte. Nous allions te le dire. Odette en avait besoin pour sa carrière. Vous ne l'avez pas emprunté, ai-je dit, ma voix résonnant sur la pelouse. Je voulais que Madame du Nord entende. Je voulais que tout le quartier entende. Vous l'avez volé. Vous avez commis une usurpation d'identité. Sterling a finalement descendu les marches en martelant, traversant l'herbe mouillée. Il a pointé son doigt épais directement sur ma poitrine. « Écoute-moi bien, petit pince ingrat. Tu nous dois de t'avoir élevé. Tu dois à ta sœur de l'avoir stressé pendant sa grossesse. Tu vas dire à cet homme que l'achat est bon, et ensuite tu vas quitter ma propriété. » J'ai regardé l'homme qui m'avait tourmenté, utilisé et jeté quand je n'étais plus commode. Je n'ai ressenti aucune peur. Je n'ai absolument rien ressenti pour lui. J'ai fouillé ma poche et j'ai sorti mon smartphone. J'ai déverrouillé l'écran et j'ai appuyé sur le bouton de recomposition pour la ligne d'enquête fédérale sur la fraude de la banque. J'ai tapoté l'icône du haut-parleur et j'ai monté le volume au maximum. Le téléphone a sonné 2 fois. Division des fraudes American Express, l'enquêtrice Camille à l'appareil. La voix professionnelle et percutante a retenti de mon haut-parleur de téléphone, perçant le silence de la banlieue comme une sirène. Sterling s'est arrêté net. Sa main s'est lentement abaissée. « Camille, c'est EMTT, ai-je dit, tenant le téléphone. Je suis sur le lieu de livraison en ce moment avec le gérant du magasin et les personnes qui ont compromis mon compte. Le gérant a gelé la marchandise. Je souhaite officiellement poursuivre l'enquête fédérale pour fraude et le rapport de police pour le vol de 25 000 $. Confirmé, EMTT, a retenti la voix de Camille. Nous bloquons le compte de manière permanente. Un profil fédéral d'usurpation d'identité a été généré. Les autorités de votre juridiction locale seront avisées concernant l'adresse IP utilisée pour commettre la fraude. Soyez informés que les personnes impliquées feront l'objet d'une enquête criminelle. » Loreley a laissé échapper un soupir horrifié, couvrant sa bouche avec ses 2 mains. Ses yeux étaient grands ouverts de pure terreur. Elle s'est tournée vers son mari, désespérée qu'il arrange les choses. Désespérée que le patriarche la protège des conséquences de leurs actions. Sterling, a gémi Loreley, saisissant sa manche. Sterling, fais quelque chose. Dis-lui d'arrêter. Ils vont appeler la police pour nous. J'ai observé mon père de très près. C'était le moment de vérité. C'était le moment où un homme, un vrai père, prendrait la responsabilité des erreurs catastrophiques de sa famille ou essaierait de négocier une reddition. Au lieu de cela, Sterling a regardé les livreurs qui le fixaient avec jugement. Il a regardé le téléphone dans ma main, diffusant une enquête fédérale. Il a regardé sa fille en pleurs et sa femme terrifiée. Puis, Sterling a fait la chose la plus lâche que j'ai jamais vue de toute ma vie. Il n'a pas dit un seul mot. Il a retiré son bras de la prise de Loreley. Il a tourné le dos à nous tous, a monté les marches du Porsche, est entré dans la maison et a refermé la lourde porte en chêne derrière lui.
Une seconde plus tard, le claquement fort et définitif du pêne dormant qui se verrouillait a résonné à travers la pelouse. Il avait littéralement enfermé sa femme et sa fille enceintes dehors pour faire face à un crime fédéral seul, juste pour se protéger de l'embarras. Le grand patriarche avait fui le champ de bataille. L'Orelais a fixé la porte d'entrée verrouillée, son visage s'effondrant dans une dévastation absolue. L'illusion de sa famille parfaite était officiellement brisée en 1 million de morceaux irréparables. Le bruit de ce verrouillage a été le dernier clou dans le cercueil de mon enfance. Pendant un bref instant suspendu, personne n'a bougé. Les livreurs avaient l'air incroyablement gênés, se déplaçant de poids et regardant leurs bottes. Fletcher s'est raclé la gorge, brisant le lourd silence. « Très bien, messieurs », a commandé Fletcher, faisant signe à son équipe. « Fermez le camion. Nous ramenons tout à l'entrepôt. » La commande est annulée. L'élévateur hydraulique a ronronné bruyamment alors qu'il commençait à soulever les immenses portes arrière. C'est à ce moment précis qu'Odette a complètement perdu la tête. « Non, 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 non » a hurlé Odette, tombant à genoux là, dans la boue mouillée, ruinant sa robe immaculée. Elle ne jouait plus la comédie. C'était une véritable crise viscérale, mais elle ne pleurait pas parce qu'elle avait trahi son frère. Elle ne pleurait pas parce qu'elle faisait face à des accusations criminelles. « Vous ne pouvez pas me l'enlever » a-t-elle crié, frappant l'herbe de ses poings. « Mes abonnés attendent la révélation. Je leur ai déjà promis une visite de la pièce. L'esthétique est ruinée. Toute ma chaîne est ruinée. Tu ruines ma vie, EMTT. » Je l'ai regardé, se roulant dans la même boue où ma console de mixage était morte une semaine plus tôt. La justice poétique du moment était si vive qu'elle faisait presque physiquement mal. L'Orelais s'est détourné de la porte d'entrée verrouillée et s'est pratiquement jeté à mes pieds. Les larmes coulaient sur son visage, se mélangeant à son maquillage coûteux, créant des traînées sombres et salissantes sur ses joues. « EMTT, je te supplie » a sangloté l'Orelais, ses mains planant près de mes chaussures, trop effrayées pour me toucher réellement. « S'il te plaît, rappelle cette femme. Dis-lui que c'était un malentendu. Si la police vient, ton père perdra son habilitation de sécurité pour sa pension. Nous perdrons la maison. Nous n'avons absolument plus d'argent. S'il te plaît, tu dois nous protéger. Tu es de la famille. » J'ai regardé ma mère. J'ai vu les racines grises apparaître à travers ses cheveux teints. J'ai vu le désespoir dans ses yeux, mais je n'ai pas ressenti la moindre once de pitié. « Vous protéger ?» ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. « Pendant 3 ans, je vous ai donné 2000 $ chaque mois pour sauver cette maison. J'ai construit ma vie dans un sous-sol humide pour que vous n'ayez pas à faire face aux conséquences des échecs de papa. Et comment m'avez-vous protégé? Vous avez jeté mon équipement sous la pluie glaciale. Vous m'avez dit que j'avais 5 minutes pour partir. Vous m'avez mis à la porte parce que je prenais de la place pour la chambre d'un faux influenceur. » L'Orelais a tressailli comme si je l'avais frappé. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. « Vous ne m'avez pas seulement mis à la porte, » ai-je continué, mes mots la frappant comme des coups physiques. « Vous avez décidé de me voler 25 000 $ pour décorer la pièce même que vous m'avez volée. Vous vouliez ruiner mon avenir pour financer son délire. » J'ai pointé un doigt vers Odette, qui hurlait toujours sur l'herbe. « EMTT, s'il te plaît » a murmuré l'Orelais, complètement brisé. « Vous n'êtes pas ma famille » ai-je dit, prononçant la phrase finale avec une finalité glaciale absolue. « Vous n'êtes que les gens qui vivent dans la maison que je payais autrefois. Profitez de l'enquête. » Je leur ai tourné le dos. J'ai descendu l'allée, laissant ma mère sangloter sur le béton et ma sœur crier dans la boue. Je n'ai pas regardé la porte d'entrée verrouillée. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je suis parti. En tournant le coin, en regardant dans le rétroviseur, j'ai vu le camion de livraison s'éloigner, laissant la pelouse complètement vide. Le chapitre toxique de ma vie était enfin terminé. Je souhaite prendre un court instant pour remercier tous ceux qui ont suivi cette histoire jusqu'ici. Si vous êtes profondément investi dans l'idée de voir cette famille toxique obtenir ce qu'elle mérite, laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « toujours là ». C'est un petit badge d'honneur sympa pour montrer que vous êtes arrivé au climax de l'histoire et je mettrai personnellement un « j'aime » et répondrai à chaque commentaire qui inclut « toujours là ». Maintenant, revenons aux dernières retombées. Au cours des 48 heures suivantes, mon téléphone est devenu un champ de bataille. J'avais débloqué leur numéro purement pour recueillir des preuves,
gardant mon appareil en mode silencieux, les messages affluaient constamment, documentant les étapes rapides de leur panique. L'Orelais a envoyé le premier SMS, EMTT. La banque a appelé aujourd'hui. Ils ont gelé notre compte courant juin. Nous ne pouvons plus acheter de provisions. S'il te plaît, arrête ça. Nous sommes de ton sang. Puis est venu Sterling, essayant de retrouver son autorité imaginaire. Tu ferais mieux de retirer ces accusations, mon garçon. Tu es en train de détruire ta mère. Sois un homme et arrange ça. Même Gunnar, le lâche du crypto, s'est manifesté. Frère, c'est bien trop loin. Odette n'arrête pas de pleurer. Le stress est mauvais pour le bébé. Annule juste la charge et laisse tomber. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai pris des captures d'écran de chaque message, cataloguant leurs aveux de culpabilité, leurs tentatives d'extorsion et leurs manipulations flagrantes. Les conseils de Warren résonnaient dans ma tête, le silence est votre meilleure arme. Laissez-les s'épuiser. Laissez-les faire des erreurs. Et oh, qu'ils ont fait une erreur catastrophique. Le jeudi soir, j'étais assis dans la maison principale de Warren, dînant tranquillement avec mon propriétaire. Nous mangions du steak et écoutions du jazz classique sur son système de sonorisation impeccable. Mon téléphone a vibré avec une notification de réseau social. Quelqu'un m'avait envoyé un enregistrement d'écran. C'était Odette. Elle avait fait un direct sur sa chaîne plus tôt cet après-midi. Tu dois voir ça, ai-je dit à Warren, ouvrant la vidéo et augmentant le volume. Warren s'est penché sur la table, ajustant ses lunettes. Dans la vidéo, Odette était assise sur le sol de ce qui était autrefois mon studio acoustique. Les murs étaient démolis, exposant le béton derrière le placo-plâtre. Elle avait l'air horrible. Pas de maquillage, les cheveux en désordre, les yeux gonflés par les pleurs. Elle essayait de déployer la carte ultime de la victime auprès de ses 300 abonnés. J'ai juste besoin de me défouler, les amis, a sangloté Odette devant la caméra, sa voix se brisant. Ma famille est déchirée par mon frère vicieux et jaloux. Il essaie littéralement d'envoyer mes parents en prison. J'essayais de construire un bel espace pour mon bébé et ma maman voulait tellement m'aider. Elle a juste utilisé sa carte de crédit qui était enregistrée sur l'ordinateur parce que nous pensions qu'il serait heureux de contribuer à la vie de son neveu. Ce n'était que 25 000 $. Il gagne bien sa vie, mais au lieu d'être un bon oncle, il a appelé la banque et a affirmé que c'était une fraude. Maintenant, nous n'avons plus d'argent, plus de meubles, et la police appelle mon père. Warren a lentement posé sa fourchette sur son assiette. Il a regardé l'écran, puis m'a regardé, un sourire sinistre se répandant sur son visage. Elle vient de, a commencé Warren. Oui, ai-je hoché la tête, complètement stupéfait. Elle vient d'avouer le crime lors d'une diffusion publique sur Internet. Elle n'a pas seulement avoué, a corrigé Warren, sa précision militaire reprenant le dessus. Elle a fourni le motif, identifié la principale coupable comme étant sa mère, admis le montant financier exact et confirmé la méthode du vol. Elle vient de remettre aux enquêteurs fédéraux une confession bien ficelée avec un joli nœud. Ils sont littéralement en train de se pendre eux-mêmes. Odette, dans son besoin désespéré et narcissique de sympathie sur Internet, avait essayé de raconter une histoire où voler 25 000 $ n'était qu'un charmant malentendu familial. Elle ne comprenait fondamentalement pas que le monde réel fonctionne selon des lois, et non selon des « j'aime » sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas perdu une seule seconde. J'ai exporté le fichier vidéo, joint les captures d'écran des messages textes et transmis l'ensemble directement à Camille à la division des fraudes de la banque, en copiant le détective de police local qui avait été affecté à mon rapport d'usurpation d'identité. J'ai envoyé une seule phrase avec l'email, voici la confession vidéo des suspects admettant l'utilisation non autorisée du compte. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai enfin mordu dans mon steak. C'était la meilleure chose que j'ai goûtée depuis des années. Le piège ne s'était pas seulement refermé. Il m'avait activement aidé à le souder. Les dominos financiers sont tombés avec une rapidité terrifiante. Lorsque vous déclenchez une enquête fédérale pour fraude contre vos propres comptes, le système bancaire ne fait pas preuve de pitié. Camille m'a informé plus tard cette semaine-là que la banque avait fermé définitivement les comptes de mes parents en raison de leur implication dans l'usurpation d'identité. Comme le crédit de Sterling était déjà tendu à son point de rupture absolue avec ses investissements ratés et l'énorme ligne de crédit immobilière, le gel soudain a été un coup fatal. Sans les 2 000 $ que je leur payais chaque mois, ils ont instantanément fait défaut sur l'hypothèque.
2 mois après l'incident sous la pluie, j'ai reçu un SMS de ma tante Sylvia, la sœur de mon père. Elle était la seule personne de la famille élargie qui n'avait jamais cru à la bravade toxique de Sterling. Elle m'a demandé de la rencontrer pour un café dans un petit restaurant du centre-ville. Je suis arrivé tôt, j'ai commandé un café noir et j'ai regardé la pluie rayer les vitres du restaurant. Cela me rappelait cette nuit-là, mais cette fois, j'étais au chaud et en sécurité à l'intérieur. Tante Sylvia est arrivée, a secoué son parapluie et s'est glissée sur la banquette en face de moi. Elle avait l'air épuisée. « Je ne suis pas là pour te demander de réparer les choses, Amy, a dit tante Sylvia tout de suite, levant la main pour m'empêcher de me mettre sur la défensive. Je sais tout. J'ai vu la vidéo qu'Odette a publiée avant de la supprimer. Je pensais juste que tu méritais de savoir comment l'histoire se termine. J'ai pris une gorgée de mon café, restant silencieux. La maison est partie, a déclaré tante Sylvia doucement. La banque a procédé à la saisie, mais Sterling a réussi à les convaincre d'accepter une vente à découvert. Ils l'ont mise en vente la semaine dernière pour des miettes, juste pour éviter la faillite totale. Tout l'équité a été effacé pour payer les prêts d'origine. J'ai ressenti une étrange pincement dans ma poitrine. C'était ma maison d'enfance. C'était le sous-sol dans lequel j'avais versé mon sang, ma sueur et mes économies. Mais la sensation est passée rapidement, remplacée par un détachement froid. Qu'en est-il des accusations de fraude, ai-je demandé. Tante Sylvia a soupiré, remuant son thé. Ta mère a accepté un accord de plaidoyer pour éviter la prison. Elle a écopé de 3 ans de probation stricte et d'un casier judiciaire permanent pour fraude financière. Sterling est absolument furieux. Il blâme tout le monde sauf lui-même. Mais le pire, c'est Gunnar. J'ai levé un sourcil. Qu'a fait le roi de la crypto? Il a fui, a dit tante Sylvia, un rire amer s'échappant de ses lèvres. Dès que les comptes bancaires ont été gelés et que la police a commencé à poser des questions, Gunnar a emballé ses baskets coûteuses et a disparu. Il a laissé une note disant que l'énergie négative était mauvaise pour son hustle. Odette est seule, enceinte de 7 mois, sans mari, sans argent et sans carrière sur Internet. J'ai regardé par la fenêtre le ciel gris. J'ai essayé de chercher dans mon cœur toute empathie persistante pour ma sœur. Elle était enceinte et abandonnée, mais tout ce que je pouvais voir, c'était elle, debout au-dessus de mon studio détruit, ordonnant à son mari de démolir mes murs. Tout ce que je pouvais voir, c'était elle se roulant dans la boue, pleurant sur un berceau en bois tout en essayant de voler mon avenir. Ils l'ont bien cherché, ai-je finalement dit. Je sais, a acquiescé tante Sylvia, ses yeux tristes mais compréhensifs. Tu étais le pilier qui soutenait un bâtiment pourri, EMTT. Quand ils t'ont poussé dehors, ils ont fait s'écrouler le toit sur leur propre tête. En sortant de ce restaurant, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'ai pas ressenti une joie écrasante ni une vindication triomphante. Je n'ai pas eu envie de danser dans les rues. J'ai simplement ressenti une paix incroyablement profonde. Le poids lourd et suffocant d'être le bouc émissaire de la famille avait été définitivement retiré de mes épaules. Le cycle toxique était brisé, et j'étais enfin libre de vivre pour moi-même. L'hiver a passé et la réalité de leur nouvelle vie s'est installée de manière permanente. La vaste maison de banlieue a été vendue à un jeune couple venu d'un autre État. Mes parents, privés de leur crédit, de leurs économies et de leur dignité, ont été contraints de déménager dans un petit appartement subventionné de 2 chambres à l'extrémité du comté. D'après ce que tante Sylvia m'a dit, les murs étaient minces comme du papier, et Sterling passait la plupart de ses journées assis dans un fauteuil inclinable bon marché, fixant une télévision éteinte, refusant de parler à l'oreiller. Odette a dû emménager avec eux. Ses rêves de devenir une riche influenceuse de style de vie se sont complètement évaporés. Avec un nouveau-né et aucun soutien financier de Gunnar, elle a été forcée de faire face à la réalité. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'elle travaillait 30 heures par semaine comme caissière dans un supermarché local, portant un uniforme en polyester au lieu de robe de maternité de créateur. Sa chaîne de vlog a été complètement abandonnée, effacée d'Internet après que la section des commentaires ait été implacablement inondée de gens l'accusant de fraude. Quant à moi, ma vie a pris une direction exactement opposée. Sans le fardeau financier écrasant de soutenir 3 adultes ingrats, mon compte d'épargne a commencé à croître rapidement. Warren, voyant mon dévouement et mon éthique de travail, s'est officiellement associé à moi. Nous avons fusionné notre équipement et avons commencé à diriger une entreprise de production audio commerciale très lucrative depuis son immense propriété.
J'ai acheté une toute nouvelle console de mixage numérique à la pointe de la technologie qui faisait passer mon ancienne table analogique pour un jouet. J'avais la paix. J'avais du respect. Et j'avais un avenir qui m'appartenait entièrement. Hier, mon téléphone a vibré avec un message texte d'un numéro non enregistré. Je l'ai ouvert. EMTT, c'est maman. Ma santé est très mauvaise ces derniers temps. Le stress me tue. Le bébé d'Odette a besoin de provisions. Nous n'avons absolument plus rien. S'il te plaît, si tu as le moindre cœur, envoie de l'argent sur ce nouveau compte. Nous sommes tellement désolés. J'ai fixé l'écran lumineux pendant un long moment. J'ai senti ce vieux fantôme familier de la culpabilité essayer de se frayer un chemin dans ma gorge. Le conditionnement de toute une vie qui me disait que j'étais responsable de leur bonheur a essayé de me murmurer à l'oreille. Mais ensuite, j'ai regardé autour de mon beau studio silencieux. Je me suis souvenu de la pluie glaciale. Je me suis souvenu de la trahison de 25 000 $. Je n'ai pas répondu. J'ai appuyé sur le bouton des options, sélectionner, bloquer l'appelant et supprimer le fil de discussion pour toujours. Certains de mes proches éloignés ont murmuré, par le bouche à oreille, que je suis une personne froide et impitoyable d'avoir tourné le dos à ma famille quand elle a touché le fond. Ils disent, on ne devrait jamais abandonner sa famille, quoi qu'elle fasse. Mais ils ne comprennent pas que si je n'avais pas riposté, la personne assise dans un appartement bon marché, avec un crédit ruiné et des rêves brisés, aurait été moi. Je ne les ai pas détruits. Je me suis juste écarté et je les ai laissés se détruire eux-mêmes. Alors, je vous laisse décider. Ai-je été trop dur? Aurais-je dû accepter leurs excuses et essayer de les aider maintenant qu'ils ont touché le fond et payé le prix? Ou le pont est-il si complètement brûlé que les éliminer de ma vie pour toujours est la seule façon de survivre? J'aimerais entendre votre perspective sur la ligne de démarcation entre le devoir familial et l'autopréservation. Merci beaucoup d'avoir regardé l'histoire de MTT. Si vous avez déjà été manipulé, utilisé ou trahi par les personnes même qui étaient censées vous protéger, veuillez partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Continuons la conversation. Si vous voulez voir plus d'histoires réelles et intenses de personnes qui ripostent et obtiennent la justice qu'elles méritent, veuillez naturellement soutenir en appuyant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant à la chaîne. Jusqu'à la prochaine fois, restez fort et ne laissez jamais personne vous traiter comme un distributeur automatique de billets.